Bonjour à tous, c'est Moudou qui vous parle et je suis en compagnie de Raphaël Lévy. Bonjour Raphaël. Bonjour Moudou. Raphaël, qui est un des tout premiers Hall of Famers, qui détient un certain nombre de records. Raphaël, je pourrais parler de toi sans que ce soit intéressant. Est-ce que tu veux te présenter, nous dire ce qu'il y a à savoir sur Raphaël Lévy? Alors, ce qu'il y a à savoir, tout d'abord, Raphaël Lévy de Toulouse, France, 34 ans. Je joue à Magic depuis que j'ai 12 ou 13 ans, donc ça fait un petit moment, faites le calcul. Et j'ai fait mon premier Pro Tour à Paris en 97. J'ai gagné mon premier Grand Prix en février 98 à Lyon. Depuis août 98 où j'ai fait demi-finale des Worlds et j'ai été qualifié au Pro Tour et je n'ai jamais raté un Pro Tour depuis ce temps-là. Et depuis, j'ai quelques titres à mon résumé, dont la World Magic Cup avec l'équipe de France en 2013 et dernièrement le Grand Prix Madison, qui font 5 Grands Prix, 5 titres 5 victoires en Grand Prix. Bah, félicitations d'ailleurs pour ce dernier Grand Prix, puisque c'était il n'y a pas longtemps du tout. C'était le mois dernier. Oui, c'est ça. Alors ce que je te propose pour cette interview, c'est en gros, on va la faire en deux parties. D'une première, on va commencer par parler un petit peu de ta vie, la vie professionnelle de manière générale, avant de parler de Magic un peu plus techniquement, on va dire, les formats, les cartes, ce genre de choses. Ça te Ok, va? très bien. Très bien. Alors écoute, tu as commencé en nous rappelant quelques-uns de tes accomplissements. Euh, donc en particulier ta victoire en Coupe du Monde avec l'équipe de France il y a 2 ans, en 2013. Mhm. Euh, quel est quel est dans la foule de tes accomplissements Magic celui qui compte le plus pour toi? Alors, celui qui compte le plus, en fait, toutes les victoires ont un goût un peu différent, en fait. Mais D'accord. il y en a pas forcément une qui est mieux que les autres. Bon, peut-être la World Magic Cup, c'était un truc peut-être un peu au-dessus, parce que c'était en équipe, c'était avec l'équipe de France, et on sentait qu'il y avait vraiment beaucoup de soutien sur Internet. En tout cas, le temps était à Amsterdam, mais en tout cas, on sentait qu'il y avait beaucoup de monde derrière nous et qu'il fallait pas les décevoir. Donc ça, c'était un petit truc en plus. Mhm. Mais après, toutes les victoires ont un goût différent. Le premier en 98, j'avais à peine 16 ans. C'était le tout début, quoi. C'était le tout début. Je voulais montrer que voilà, que j'étais pas juste un minot. On voit sur les photos, enfin, j'ai quelques photos de ce tournoi. J'avais la coupe au bol, j'étais sapé comme un sac. Enfin, c'était vraiment, voilà, j'étais un petit jeune, j'étais au lycée. Je jouais beau, je jouais énormément. Et donc, c'était vraiment pour montrer que voilà, que je pouvais le faire et qu'il n'y avait pas de compétition qui me faisait peur. Ça, c'était un, Ça, c'était un gros point. Après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des années après, c'était 8 ou 9 ans après, quand j'ai gagné les deux autres Grands Prix à Dallas et Singapour. Mhm. J'avais une longue période où je gagnais plus il y a pour plein de raisons, hein, pour mes études, pour d'autres priorités en fait. Et je suis revenu d'un coup en gagnant deux d'affilée et ça a relancé complètement ma carrière Magic. Donc ça aussi, ça a une grande importance. Ensuite, 5 ans après avoir rien gagné, je regagne un Grand Prix. Ça permet de se relancer. Et là, dernièrement, après la World Magic Cup, j'ai eu un an et demi un peu difficile. Et là, au moment où je me dis, bon, allez, j'en ai marre, je vais peut-être faire autre chose, je vais peut-être un peu me calmer, je regagne juste après. Donc, il y a une espèce de cycle, en fait. C'est quand on sent que ça va plus, on se remet à gagner. Alors, je sais pas, c'est difficile à expliquer, hein, mais il y a très probablement une explication très rationnelle et très logique derrière ça. D'accord. Alors dans un calibre un petit peu similaire, est-ce qu'il y a eu pas forcément des déceptions, mais peut-être des objectifs que tu n'as pas atteints et que tu voudrais atteindre, Ah, est-ce que tu as des envies qui n'ont pas été comblées ou quelque chose comme ça? toujours. Toujours. Le pire, ce qui m'a suivi pendant des années, c'était en 99, j'ai été finaliste des championnats d'Europe qui n'existent plus maintenant, mais c'était un truc qui se passait tous les ans. Et j'ai perdu en finale contre Noah Boken et sur un match en 5 manches, j'ai perdu 3-2 et j'ai donné 2 des 5 parties. Hmm. Et vraiment, c'était terrible parce que pendant la partie, je jouais contre Noah que je connaissais très bien.
Et psychologiquement, il était largement au-dessus de moi. Et je me suis fait intoxiquer pendant la partie. J'ai complètement perdu mes moyens. Et j'ai donné 2 parties que j'aurais dû gagner 10 fois. Et j'ai laissé passer un titre que je pourrais jamais avoir. Et j'ai pas pu dormir pendant des mois, quoi. Ça m'a suivi pendant des mois, voire des années. Et D'accord. ça a été très difficile de se remettre de ça. Après, ça, c'était vraiment la plus grosse déception de ma carrière, je pense. Et après, bon, après des trucs un peu moindres, genre rater un level un pro player level, bon, ça arrive. Bon, mais c'est sur une saison, c'est un tournoi qui se passe mal, c'est une erreur de trop sur un tournoi qui fait perdre une partie, qui fait perdre une ronde, qui fait perdre des points. Bon, ça arrive. Et l'an dernier, on a été avec Pierre Dagen, Mhm. on a été ex aequo à la race pour être capitaine de l'équipe de France cette année. Oui. Donc mon dernier tournoi se passe pas très bien, lui il se passe un petit peu mieux. Il me rattrape à la course, et un des tiebreakers c'était le nombre de top 8 de GP de la saison. Il en avait fait un, j'en avais pas, on fit tous les deux à 36 points. Et lui prend la tête de l'équipe. Donc bon, c'était un peu dur à avaler sur le coup, mais je m'en suis remis. C'était pas. Puis je connais Pierre et je suis content qu'il participe aussi à l'expérience, qu'il joue la World Magic Cup. Donc aucun regret. Sur le coup, c'était difficile, mais aucun regret. Oui. Pierre n'est pas un mauvais joueur de toute façon. Non, C'est non, non, bien pas. sûr, je dis Voilà. pas. C'est pas comme si c'était. Il a été bon et il a été probablement meilleur que moi sur la saison, donc pas de problème. J'ai été dans l'autre sens, dans l'autre. J'ai bénéficié de ça l'année précédente ou non, 2 ans avant avec C'est- Gabriel où on était ex aequo Ah, et ça a été avec un coup du sort, ben, j'ai réussi à prendre la place alors que c'était pas forcément joué d'avance. Donc j'ai pas de regret à ce niveau-là. d'accord. Euh, donc du coup, alors tu n'es pas pro à 100% dans Magic, contrairement à d'autres qu'on peut voir étaler leur vie sur Internet. Du coup, vu que tu as une famille, un travail, du sport à côté, quelle importance a Magic dans ta vie par rapport à tous ces autres domaines? Alors, je fais beaucoup d'autres choses effectivement, mais Magic règle ma vie en fait, hein. Il y a pas de. D'accord. Je fais beaucoup d'autres choses, mais Magic reste tout de même mon activité principale. Enfin, ça l'a été depuis tout le temps en fait. Depuis que j'ai 16-17 ans. Quand je ratais les cours au lycée pour aller faire des pro tours, bah, les profs ils m'ont regardé, genre mais attendez, vous allez faire quoi? Bah, écoutez, je pars une semaine, enfin je pars 5 jours, vous allez rater 5 jours de cours? Mais ouais, mais écoutez, vous comprenez, c'est voilà, c'est quelque chose d'important pour moi. Mais attendez, le bac c'est important. Fait écoutez, le bac je l'aurai, vous inquiétez pas pour moi. Donc ça a été il y a longtemps, mais c'est quand même important de le préciser. Donc effectivement j'ai eu mon bac, hein. Oui. Ça, il faut, Et il, du, il vaut et mieux le préciser, je pense. Et du premier coup, hein. Oui. Et après, pendant mes années de fac, pareil, bah, j'ai eu une maîtrise de langue étrangère appliquée. Et donc pendant 4 ans à la fac, bah, c'était un peu ça aussi. Il y avait des examens en même temps que les pro tours. Et là, il fallait que je me débrouille pour faire les pro tours parce que je pouvais pas rater un pro tour. C'était Oui. trop important. Donc, alors, petite anecdote sympa. À la fac, il y a 3 moyens de rater un examen. Ça, je crois que ça marche encore, hein. Pas de rater un examen, mais de passer un examen après ou avant. Mhm. Alors, le premier, c'est enfin, un décès dans la famille ou des funérailles. Mhm. Bon, ça, ils peuvent pas faire grand-chose, mais ça, je pouvais pas vraiment tricher sur ça. Il y a une hospitalisation. Voilà, c'était aussi un peu compliqué. Ou une compétition dans un sport de haut niveau. Alors, ça veut pas dire, ça, c'est un peu vague. Et donc, j'ai fait passer Magic pour un sport de haut niveau, en fait. Donc, D'accord. j'ai pas collectionné, mais j'ai rassemblé tous les documents concernant le Pro Tour et j'ai montré ça. Je fais écouter, voilà, ça, c'est un sport intellectuel de haut niveau. Je fais ça depuis des années. Je dois y aller, j'ai pas le choix. Bon, d'accord. Et du coup, j'ai passé des examens comme ça après. D'accord. Bon, ça passait pas. Pour les grands prix, j'ai pas fait ça quand même. Pour les grands prix, j'ai pas abusé. J'ai gardé ça pour les occasions exceptionnelles. Et Ouais. donc à chaque fois, ouais, même pendant mes études, ça a vachement influencé bah, tout ce que j'ai fait en fait. Tout ce que, tout mes, j'ai pris justement des études dans lesquelles je pouvais facilement aller jusqu'au bout sans faire 40 heures sans aller à la fac toute la journée et étudier toute la journée. Mhm.
Donc ça, c'était à ce moment-là. Après mon travail maintenant, je m'occupe d'un magazine d'arts martiaux Mhm. que je pratique également, enfin, Le- de jiu-jitsu C'est le brésilien. Jiu-Jitsu, oui. Et, je m'entraîne régulièrement, genre 3 4 fois par semaine. Mhm. Mais c'est ça qui me permet de garder l'esprit un peu reposé quand je vais sur les tournois, parce que jouer à Magic 7 jours sur 7, c'est pas possible, moi j'y arrive pas. Mhm. Ça m'ennuie en fait. Je peux pas faire quelque chose trop souvent. Sinon, je m'ennuie, ça m'intéresse plus. D'accord. Donc, jouer à Magic toutes les 2 semaines, faire un tour toutes les 2 semaines, ça me convient. Et il fallait que je trouve une activité professionnelle pour combler ça en fait. Un truc assez, on va dire exaltant, c'est pas vraiment le mot, mais c'est quelque chose qui me permette de m'évader de Magic pour pouvoir revenir sur le jeu. D'accord. Mais au final, c'est vis-à-vis de Magic que je fais une activité qui me permet d'avoir du temps libre. D'accord. Donc le magazine, je m'en occupe quand je suis chez moi et quand je fais pas de tournoi. Mais après, donc il y a Magic, il y a les tournois. J'écris aussi beaucoup d'articles en ligne. Oui. Je Sur, fais sur sur TCG tcgplayer.com, Player. ouais. Et après, je fais aussi la couverture d'événements sur les grands prix. Et Oui, on t'a vu à Lyon d'ailleurs. je faisais le coverage à Lyon, voilà. Voilà. D'accord. Alors du coup, comment est-ce que tu t'y prends pour te préparer au tournoi? Et en particulier, on a remarqué avec des copains que tes équipes se suivaient et ne se ressemblaient pas toujours. Donc, comment est-ce que tu décides de tes coéquipiers et comment est-ce que vous travaillez ensemble pour préparer un tournoi? Mais ça, c'est vraiment, je pense, le point le plus difficile sur les tournois, c'est de trouver avec qui on va travailler. Parce que des fois ça marche, des fois ça marche pas, et il faut trouver les causes. Les causes justement, pourquoi une équipe marche, pourquoi une équipe marche pas, avec qui on s'entend bien, avec qui on s'entend pas. Et c'est pas évident parce que sur le Pro Tour, en plus avec c'est pas les nouvelles règles, mais les nouvelles façons de se qualifier, Mhm. le crew reste pas forcément le même. Il y a des gens qui rentrent, qui partent. Il y a des potes de potes qui sont qualifiés, donc on sait pas vraiment avec qui tester et tout. Enfin de 2013 à l'an dernier, on avait un très bon groupe, Mhm. Team Révolution, Oui. avec Jérémy, avec Pierre, avec Timothée, Mhm. et qui a marché, qui a très bien marché. On a un peu commencé, ça a commencé par la World Cup qu'on Bien a fait sûr. avec Timothée. Le Pro Tour d'après, Pro Tour Dublin, avec Guillaume, Pierre et Jérémy qui font top 8, Jérémy qui bat Pierre en finale. Mhm. Ça a Oui. très bien marché. Après, c'était quoi? C'était Valence, je crois. Oui. Valence, bon, un peu moins marché. Oui, bon, on On peut va pas gagner tout oublier le temps. Valence. Valence, ça n'a jamais existé. Voilà. Comme Highlander 2, il a jamais existé. Valence. Voilà, on va se dire ça. Après, dans l'ensemble, c'était plutôt une réussite. Sur la fin, c'était un peu compliqué parce que l'équipe a un peu changé. Et je pense qu'on avait tous des objectifs un peu différents. Et puis, on s'entendait pas forcément aussi bien qu'au début. Donc, mais j'ai décidé de partir. En fait, j'ai décidé de changer, de voir autre chose parce que c'est pas évident. Mais j'étais pas. On va dire, il y avait pas vraiment de leader. En fait, c'est comme le sketch d'Ako. Il n'y a pas de leader. C'est moi qui fais les équipes et il n'y a pas de leader. D'accord. Non, 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 c'est pas ce que je veux dire. C'est pas ce que je veux dire, c'était une blague. Mais c'est difficile de s'occuper des gens et s'occuper de tout. Alors, je dis pas que je faisais tout, hein. C'est pas le cas, hein. Je faisais beaucoup et je sentais que j'en faisais trop pour, euh, pour ce que je gagnais en fait. D'accord. Ça me prenait beaucoup d'énergie pour organiser l'équipe, pour organiser plein de choses. Et au final, j'avais l'impression de pas m'y retrouver. Donc, D'accord. après, ça, c'est un truc personnel. Je sais pas si c'était vrai, je sais pas si c'était pas vrai, je sais pas si j'en faisais plus que d'autres ou pas. C'est un sentiment que j'avais. Je me dis, bon, écoutez, j'en ai marre, je vais essayer de me laisser porter. J'ai changé de team avec laquelle, bon, pour le moment, ça a pas extrêmement bien marché jusque-là, mais bon. Et donc, trouver ses coéquipiers, donc, pour revenir donc, au sujet, c'était tout ce qui a englobé le sujet. Oui. C'est très difficile parce qu'il faut trouver des gens avec qui on peut travailler bien, avec qui on s'entend bien, parce qu'au final, on va rester une semaine ou deux avec des gens. Si on veut travailler sérieusement, il faut se retrouver, il faut se regrouper, il faut passer les 24, c'est pas 24 heures sur 24, mais pas loin, avec les mêmes gens. Donc, il suffit qu'il y ait un truc qui se passe mal, même un truc de logistique
on va dire à la con, même un truc de cuisine, un truc de, on se retrouve tous dans le même endroit, on n'a pas forcément les mêmes âges, on n'a pas forcément les mêmes visions de la vie en communauté. Ça peut rapidement, pas dégénérer, mais ça peut rapidement taper sur le système. Et donc on peut s'écarter des objectifs principaux, c'est-à-dire bah, trouver un deck Oui. et se préparer. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Alors je sais pas si ça répond à ta question, mais au niveau pour trouver l'équipe de gens avec qui on s'entend bien, avec qui on va pouvoir passer du temps, s'amuser, parce que c'est au final c'est comme ça qu'on travaille le mieux, c'est quand on s'amuse et pas quand on a l'impression d'aller au bureau et de Mhm. passer 24 heures à travailler sur un truc, on n'y arrive pas, on est frustré et on commence à faire n'importe quoi. Ça c'est le pire des cas. Mais il faut trouver le bon crew pour que ça marche. Et ça c'est très difficile. D'accord. Ok. Donc la clé c'est trouver les bonnes personnes avec qui travailler et faire ça en s'amusant et en passant du bon temps. D'accord, d'accord. Donc du coup, Cabin Crew, pas forcément beaucoup de Non, moi succès, mais j'adore ces gens-là, oui. mais jusque-là, j'ai pas tiré ce que je voulais en fait, parce que j'ai pas forcément, je travaille d'une façon, bah, c'est un peu spécial, hein, comme je joue pas forcément ce que les autres ont envie de jouer, et j'ai pas forcément le même style de jeu que les autres, et donc ils sont pas forcément intéressés pour tester les mêmes choses que moi, et donc au final, je me retrouve bah, comme un con, quoi. Mais bon, ça c'est pas forcément, c'est la faute de personne, hein, c'est juste. C'est comme ça. Après, on va voir ce que ne- ce que fait comment ça se passe pour le futur. Mais pour le moment, voilà, c'est là où j'en suis. D'accord, d'accord, d'accord. Eh bien, écoute, je pense qu'on peut faire une petite transition, donc du coup, entre ta vie professionnelle et Magic technique. Euh, donc, avant d'aborder un tournoi, quelle est l'importance que tu donnes à la chance dans le jeu et dans les résultats? C'est-à-dire qu'il y a des situations où bah, tu ne pioches pas la carte qu'il faut, et il y a des situations où ben, tu joues mal et où du coup tu peux t'en vouloir de perdre. Quand tu arrives à un tournoi, quelle importance est-ce que tu vas donner à cette chance quelque part? Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai écrit des pages et des pages. Je pense même que si un jour je dois écrire un livre, ce sera sur ça. Donc D'accord. alors comment je définis en fait la chance? Alors la chance, c'est pas un truc qui existe en fait. Pour moi, c'est la chance comme les gens l'entendent. Ça n'existe pas. C'est pas. Ah, quelqu'un qui est chanceux, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens. Alors pourquoi? Alors je prends un exemple simple. Quand on va dire, on est dans un univers parallèle où on peut jouer contre soi-même avec le même deck. On a les mêmes compétences, on a exactement les mêmes cartes et on va faire une partie. Et là, je te pose une question. À ton avis, quel est le pourcentage, bah, on va dire le pourcentage de chance, bon, on va le traduire par un autre mot plus tard, qui implique la victoire de l'un ou de l'autre, de ton clone A ou du clone B. A priori 50-50. Enfin, quelle est l'importance de la chance, donc au final. Bah, à talent égal, j'aurais tendance à dire que la chance déterminera tout. Voilà, 100%. Voilà. Voilà. Et donc, en fait, plus le niveau des joueurs diffère, Mhm. plus le pourcentage de chance va baisser. Oui. En gros, plus si tu es bien meilleur que ton adversaire, on va dire, bah, tu es champion du monde, tu as gagné tous les tournois, tu joues le meilleur Magic contre un gars qui fait son premier tournoi. euh, pour lui, pour qu'il gagne, combien il va avoir besoin, de combien de chances il va avoir besoin? Il va avoir besoin de que toi tu fasses n'importe quoi, donc ça va Mhm. pas être possible, ou juste que tu pioches les mauvaises cartes. Oui. Donc ça va être, la chance va aussi influer, mais pour que lui gagne, il va avoir besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de chances pour que les choses aillent dans son sens que dans l'autre. Oui. Donc ça veut dire on va dire qu'il va y avoir, on va dire 20 ou 30% de chances que toi tu perdes. Oui. Donc D'accord. tu vas à 70% des parties, tu vas les gagner parce que tu vas être meilleur, et 30% des parties, tu vas les perdre parce que lui va piocher des meilleures cartes, parce que tu vas pas avoir de terrain, parce que tu vas faire plusieurs mulligans, et ainsi de suite. Mhm. Donc le pourcentage de chance, il va être, la différence de niveau va Ouais. influencer la part de chance. Voilà.
Et donc, au D'accord. final, plus tu es prêt pour un tournoi, moins il y aura de chances impliquées. Mais dans tous les cas, il faudra qu'il y ait il y a, un minimum de 30% ou 40% de facteurs aléatoires qui vont influencer la fin de la partie ou le D'accord. résultat de la partie. Ok. Bon, eh ben, ça répond très précisément à ma question. Euh, alors du coup, si on parle de Magic un peu plus précisément, techniquement, et notamment à commencer par le limité, vu que bon, tu es un récent vainqueur de Grand Prix. Quelle impression te donne le format actuel Battle for Zendikar en limité? Ben, alors, pour tout te dire, je pensais que je connaissais tout. Et j'ai et j'ai fait le coverage de Lyon et j'avais l'impression d'être à la rue complet. Et alors, avant le Grand Prix Madison, j'avais fait quelques drafts et j'avais trouvé ma stratégie, j'avais un peu compris ce qu'il fallait faire. Mhm, Et je suis arrivé au GP, j'étais prêt. Je me dis, bon, de toute façon, si j'arrive au draft, j'ai ma stratégie, je sais ce que je vais faire. Je vais drafter plutôt. Mon stratégie, c'était drafter Devoid bleu-noir avec des Swarm Surge. mhm. Eh ben, ça a bien marché. Les deux, premier draft, j'ai drafté bleu-noir Devoid. Bon, j'avais un deck ultime, j'ai fait 3-0. Oui. Mon deuxième draft, c'était noir-vert, Devoid aussi, mais qui était vachement moins bien. Et Mhm. je m'en suis sorti avec 2-1 pour faire top 8. Et dans le top 8, j'ai pas du tout drafté ça, quoi. Non, oui, on a vu ça. J'ai drafté blanc, vert, rouge avec ce que j'ai trouvé, mais au final, mon deck était bon aussi. Donc, du coup, j'avais complètement improvisé dans le top 8. Mon deck était bien. Sur toutes mes parties, c'était hyper chaud, mais j'ai pas eu, au final, j'en ai pas perdu une, quoi. Mhm. Oui, bah, c'est ce qui compte, hein. Et ouais, bien sûr. Mais voilà, au final, j'avais l'impression d'avoir un peu touché à tout, quoi. Le Pro Tour après, j'ai fait 3-3, donc ça c'était pas terrible, mais c'était des parties aussi. J'ai perdu des parties très très tendues où ça aurait pu pas balancer d'un côté ou de l'autre. Et donc je suis arrivé au GP et j'ai vu des gens drafter des trucs que j'imaginais même pas, quoi. Enfin, beaucoup de jeux 5 couleurs ou des decks Converge, vraiment basé sur des picks que moi j'aurais pas fait. Oui, Donc ce que ça représente, c'est-à-dire que il y a plus de profondeur dans ce format que dans bien d'autres. C'est-à-dire des stratégies que moi j'imaginais pas, que je pensais pas que ça pouvait marcher. Certains joueurs les maîtrisent, voient que les autres le connaissent pas, donc s'engouffrent là-dedans et arrivent à avoir des decks qui sont sortis de nulle part, hein. C'est vraiment exactement ce que c'est sorti de nulle part et qui marchent. Donc ça me plaît. Je trouve ça très très bien. d'accord. Prismarray en top 4 du Grand Prix, ça t'a fait quel effet? De quoi? Prismarray, la carte bleue qui a la convergence, et quand on paye un mana de chaque couleur, on peut scry 1, il me semble que c'est. Ah oui, 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 prise. Ok. C'est Oui, bah, ouais, écoute, ça, c'est ce genre de carte. Tu les prends pas, quoi. Enfin, non, qu'est-ce et que ça fout là, pourtant, quoi. et Qu'est-ce que ça pourtant. fout là, quoi. Et ça, c'est très bien. Il y avait d'autres formats comme ça, et d'autres formats, c'était celui qui m'a le plus marqué, c'était avec Innistrad. Juste Innistrad, D'accord. pas Dark Ascension. Juste Innistrad tout seul, c'était ça. C'était que des cartes qui étaient un peu spécifiques, mais il y avait plein de façons de faire plein de choses avec. Toutes les cartes flashback, les cartes de meule, enfin, ça allait dans tout plein de decks différents. Et j'adorais ça, quoi. Et ça, c'est vraiment le genre de format qui me plaît. Les D'accord. formats, euh, les formats où ça part dans tous les sens, mais avec aucune profondeur, ça m'intéresse pas du tout. Mhm. Enfin, je trouve D'accord. que Ouais, c'est pas ouais. très intéressant. Non, c'est sûr. Euh, ce qu'on se dit, ce qu'on entend, ce qu'on lit, c'est que c'est un format limité qui est plus dur à maîtriser que les précédents. Est-ce que tu partages cette impression? Ça dépend pour qui. Difficile à maîtriser, il y a plus de choses à comprendre. Donc, ouais, effectivement, c'est pas juste prendre une créature et prendre un removal et basta, quoi. Il y a un peu plus que ça. Et ça, dur à maîtriser pour ceux qui savent pas comment ça marche. Après, c'est dans ce sens-là, plus c'est dur à maîtriser, plus les joueurs qui comprennent le format arrivent à avoir un avantage. Mhm. D'accord. Ok. Donc du coup, est-ce que tu as un petit mot à dire, des conseils à donner, n'importe quoi que tu n'aies pas encore dit sur ce format, sur le limité, sur ce que tu attends du prochain set, n'importe quoi. Ouais, je crois que j'en ai dit beaucoup sur. Je suis rentré le week-end dernier, j'ai couvert je sais pas combien de matchs.
Et oui. Alors qu'est-ce que j'ai pu oublier de dire? Non, je pense pas. Non, il y a beaucoup de choses à voir mais justement, c'est ça, c'est ce genre de format qu'on veut voir, quoi. C'est D'accord. ce genre, c'est quand les bons joueurs arrivent à faire des trucs originaux qui marchent. C'est comme ça, et je trouve que c'est comme ça qu'il faut aborder les drafts. C'est comme ça, je pense qu'il faut qu'il faut qu'ils montent les sets en fait. Oui. Pour ceux qui conçoivent les sets. Mhm. D'accord. Bien écoute, si tu veux, on passe au construit alors. Bah, en avant. Alors il y a un petit truc que tu as dit tout à l'heure et qui m'a rappelé une anecdote. Alors c'était un truc que tu avais écrit, il me semble, il y a un petit moment maintenant. Mais c'était quand tu avais créé le deck Lompox. Mhm, Et alors tu avais dit que le reste de ton équipe avait regardé le deck, avait dit il a l'air super bien, hein, mais alors j'ai pas le temps d'apprendre à le maîtriser. mhm. Et alors comment est-ce que tu en arrives à chaque fois à ne pas jouer un deck métagamé? Donc là, typiquement tu jouais Mardu Super Friends, il me semble, en standard. Alors, Euh, juste un petit peu de sémantique. Bah, un euh, deck métagamé, mais je oui. suis pas sûr que ça veut dire ce que tu Mm, penses. Oui, alors ce que j'appelle, pardon, ce que j'appelle un deck métagamé. Bon, alors voilà, tu ne joues pas un deck qu'on a déjà vu avant, contre lequel on Un peut deck du prévoir. format. Un deck du Oui, format. voilà, appelle ça D'accord. un deck, un peu lancer un deck du format. Alors, D'accord. voilà. Metagame, justement, c'est un deck justement qui est prêt pour le metagame. Oui, d'accord. Donc dire que je joue pas un Oui, deck metagame, ça non, veut dire que a priori tu vas c'était pas gagner pour le. rien, quoi. Ok, oui, c'était pas dans ce sens-là que je l'entendais. Ouais, non, mais D'accord, donc tu ne joues pas un deck attendu, tu ne joues jamais des decks attendus, voilà, on va le dire comme ça. ouais. Pourquoi et comment est-ce que tu en arrives à chaque fois à cette décision-là Alors, ça a pas forcément toujours été le cas. C'est Mhm, vrai que dernièrement, j'essaie de faire ça. mhm, J'essaie d'avoir un jeu un peu original. Bah, tout d'abord parce que un avantage que tu as quand tu arrives avec un jeu que personne connaît, c'est que bah, tu vois, on parlait du pourcentage de chance de gagner avant. mhm. Tu vois, l'avantage que tu as sur un joueur qui connaît pas ton jeu, il est important, quoi. Quelqu'un qui sait pas ce que tu joues, qui comprend pas comment ton deck marche, ça coûte rien. Enfin, ça coûte rien. Ça coûte du temps et de la préparation. Mais au final, quand tu es assis à la table, tu as un avantage pas négligeable. Donc ça, c'est quelque chose. Mon dernier Pro Tour, j'ai joué Mardu Token, ce qui D'accord. c'était pas forcément un super deck, Non, hein. c'était ouais, Enfin, d'accord, franchement, c'était ok, quoi. Il y avait très probablement des meilleurs jeux, d'accord. mais bon, j'ai joué ça. C'était pas forcément hyper surprenant non plus, hein. Donc ça, Mhm, c'est pas forcément un très bon exemple. Mais c'est un jeu qui était sympa à jouer, qui était pas forcément mauvais. Donc vu que j'avais pas vraiment d'alternative, j'ai pris ça. Mais dans des jeux comme Lompox, mhm. c'est un jeu sur lequel j'avais beaucoup travaillé et sur lequel je travaille encore, hein. Parce Ça que se sent. le prochain Pro Tour est en moderne, donc je vois Oui. je vois si c'est viable ou pas. Mhm. Mais ouais, d'ailleurs, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de gens qui sont derrière ce jeu parce il est génial, hein. Enfin, moi, je trouve excellent. Mais effectivement, il est extrêmement dur à jouer. Et en réel, encore plus que sur Magic Online. Mhm. La raison pour ça, c'est on joue avec 40 cartes toute la partie, quoi. Toutes les cartes du cimetière sont importantes, toutes les cartes de la main sont importantes, tout ce qui est sur le jeu, c'est important. Donc tu te retrouves avec des situations et les points de vie aussi. Tu te retrouves avec des situations où il te manque des mains. Et c'est exactement ça. T'as que 5 cartes en main, t'as 25 cartes au cimetière, t'as des terrains à gérer, et aussi les cartes de ton deck, si 13 dans ton deck. Donc il faut que tu aies joué le deck, mais des heures et des heures, pour pas dire des centaines d'heures, pour savoir exactement la séquence qu'il faut faire. Le moindre fetch que tu vas chercher le mauvais fetch, c'est l'horreur. Ça te fait perdre une partie. Si t'as pas vu que tu t'étais meulé le mauvais land, bah donc une des 40 cartes que tu as au cimetière, et que t'as pas vérifié que t'as assez de points de vie pour avoir ton land qui arrive d'étaper, bah c'est une partie perdue. Et donc les gens sont pas forcément ok pour jouer un deck comme ça, quoi. Mhm. Pour prendre autant de risques. Bon, après, quand tu l'as joué des centaines d'heures, ça arrive aussi, hein. Je l'ai joué à Copenhague au Grand Prix et Mhm. j'ai fait une dizaine de conneries dans le tournoi. Mais bon, c'est pas, tu vois, le moindre trigger, du squeeze, du bloodghast, j'en ai oublié un. Ça m'a pas fait perdre, mais c'était pas loin, quoi.
Oui. Et donc pourquoi je préfère jouer ça? Bah, justement pour avoir un petit un edge en plus quoi. Maintenant c'est tellement facile d'avoir un deck qui marche quoi, un deck correct. Maintenant. Ouais, je dis maintenant genre pas aujourd'hui, c'est depuis des années. Magic c'est comme ça, hein. C'est il y a beaucoup de tournois juste avant les Pro Tours, juste avant les Grands Prix où les gars peuvent juste dire bah, je vais jouer ça, ça a gagné un tournoi, ça a l'air pas mal. Puis copy paste, je vais chercher les cartes et basta quoi. Donc du coup, si t'arrives avec, tout le monde a ce deck quoi, tout le monde a un deck correct. Donc si tu veux avoir un avantage, il vaut mieux trouver quelque chose que les gens connaissent pas. D'accord. Et donc, du coup, de manière générale, comment est-ce que tu t'y prends pour deck builder efficacement? Comment est-ce que tu fais pour te dire cette stratégie-là, elle est bonne, je vais la creuser, et comment est-ce que tu la creuses? Bon, ça c'est pas, ça C'est au feeling? c'est trial and errors comme on dit. D'accord. Tu prends un concept, tu vois si ça marche. Si ça marche un peu, bah, tu fouilles un peu plus. Si Mhm. ça marche bien, bah, tu fouilles encore un peu plus. Et c'est vraiment quand tu vois que tu n'arrives pas à gagner que tu le jettes, quoi. Après bon, bah, tu as des idées, tout le monde en a plein. Et tu peux creuser en ligne. En ligne, tu as déjà plein d'idées, plein de gars qui ont essayé de faire des decks et qui Mhm. marchent pas forcément. Ça peut déjà faire une source d'inspiration. Après, tout seul, chez toi, bah, tu prends Magic Online et tu mets des cartes de côté, tu vois, bah, je vais essayer de monter un deck avec ça, ça marche pas, bah, t'essayes et tu vois, et quand c'est prometteur, tu continues, quand c'est pas prometteur, t'évites de perdre ton temps. Mhm. D'accord. Bon. Alors du coup, en moderne plus précisément, le Lonepox, alors bon, tout à l'heure tu as demandé pourquoi personne ne jouait ce deck. Ouais, je sais pourquoi personne ne le Oui, voilà, c'est ça, c'est la réponse, dit. elle est assez Réponse. évidente. Voilà, on l'a essayé, hein, avec des copains, on l'a vraiment essayé, hein, mais alors vraiment, on n'y arrive pas, hein, c'est beaucoup trop dur. Alors, par contre, quand on te regardait streamer avec le deck, on se disait, mais comment il fait pour gagner? Et pourtant, tu gagnes tout le temps. Euh, vu que là, t'es sans doute en train de préparer pour le Pro Tour, là, c'est ça? Bon, pas encore, Non? il y a un nouveau set, donc il va pas forcément Oui, changer grand-chose. Mais ouais, je fais quelques parties de moderne de temps en temps. d'accord. Et Quand, donc du coup, qu'est-ce que tu penses du méta en ce moment, du format en ce moment? ça veut pas, le metagame, il change, il évolue constamment, donc Oui. si je te dis, bah Donc maintenant, là, le dernier GP, c'était Porto Alegre en moderne. oui, Ça a oui, été dominé par Naya Agro. oui. Est-ce que ça veut dire que le metagame c'est Naya Agro? Pas forcément. Non, j'ai Euh, peut-être si- mal posé ma question, mais disons, est-ce que le format te donne une impression particulière en ce moment, n'importe laquelle? J'imagine enfin, je pense qu'il a pas vraiment changé. Puis on D'accord. attend aussi la ban list. Est-ce qu'ils vont ban de nouvelles cartes? Est-ce qu'Amulette Mhm. va encore, D'accord. Passer entre les mailles du filet. voilà. Bon, enfin, il y a plein de choses qui vont changer. Metagame il a pas changé depuis un an, je pense, hein. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait de nouveaux decks qui sont sortis. Et c'est Bon, bon, déjà Amulette, hein, Ouais, Amulette, mais bon, Amulette, ça fait déjà plus de Pro Tour. Il était finaliste au Pro Tour, il était déjà un peu avant sur des oui, grands prix, donc oui, d'accord. Bah, il y avait Grixis, tous les jeux Grixis qui sont apparus cet été. Bon, ouais, il y a eu quelques petites vagues, on va dire. Effectivement, ouais, fondamentalement, quelques ça. nouveaux decks, mais ça change pas. En fait, Non. le metagame du moderne, il est tellement vaste, il y a tellement de jeux que j'ai jamais gagné en moderne jusqu'à un an et demi là, enfin depuis que j'ai trouvé ce deck, parce que aucun deck qui me plaisait en fait. Tu vois, j'avais joué quoi? J'avais joué Living End à Valence, enfin, le Pro Tour qui n'a jamais eu lieu. Mhm. C'est celui-là Et même. voilà, je l'ai pris au dernier moment et je savais pas jouer le deck et j'ai fait n'importe quoi. Enfin, genre, je suis conscient que c'était pas forcément un très bon choix sur le coup. Le deck était bien, mais j'étais pas prêt du tout à jouer ce deck. Mhm. Au Worlds, j'ai joué Scape Shift et je savais pas du tout le jouer et j'avais pas forcément la bonne version, donc c'était pas bon quoi. Et donc jusque-là, moi j'avais joué Affinity avant, j'avais joué tout plein de jeux qui me plaisaient pas et jamais gagné. Et depuis que j'ai trouvé un jeu qui me plaît, ben, j'arrive à gagner des parties, j'arrive à adapter mon jeu et il y a des très très bons match-ups, il y a des match-ups moins bons, mais au final je sais comment tout s'y marche. Donc je pense que la clé du moderne, c'est vraiment trouver un truc qui te plaît et fouiller, voir comment ça peut marcher Voilà. dans, euh, dans le metagame, savoir comment tu peux l'adapter et savoir surtout le jouer parce que ça c'est probablement le plus important. Oui.
D'accord. Bon, bah écoute, on vient de parler du moderne, donc est-ce que tu as un petit mot juste à dire sur l'évolution de la Homepox ou est-ce que le deck reste globalement inchangé au vu des dernières éditions Non, il y a quelques trucs. Enfin, ouais, pour les éditions, non. Ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de. D'accord. Enfin, Ok. il y a Y a pas aucune eu carte. d'ajout notable. Non, il y a aucune carte qui rentre. Hmm. Par contre, il y a pas mal de concepts que j'avais pas explorés avant Mhm. et qui sont pas mal. Moi, D'accord. je vais pas les dévoiler de suite. Je vous les verrai plus tard, hein. Bien sûr, Et, fait. mais il y avait quelques trucs à creuser que j'avais pas forcément fait Mhm. et qui sont pas mal. Donc, on va travailler sur ça. On va voir d'ici le Pro Tour si ça change ou pas. Bah d'accord, on aura une belle surprise au Pro Tour. D'accord, et bah du coup maintenant en standard, donc du coup tu jouais Mardu Tokens, donc tu as rédigé la petite deck tech et Ouais. le rapport sur TCG Player. Mhm. Est-ce que tu peux présenter quand même le concept du deck rapidement à l'oral en quelques mots? Bah, le deck c'est un deck donc mardu donc avec les Crackling Doom, ça c'était la carte centrale du jeu en fait. Mhm, Enfin, c'était une carte qu'on voulait jouer qui était bien contre Abzan, qui était pas mal contre pas mal d'autres jeux, qui était bien contre Gideon aussi mhm. et autour duquel bah, tient un jeu rouge blanc noir avec Hordling Earthburst, bah, D'accord. les Planeswalkers, Gideon Soril, Mhm. Hangar Backwalker pour des tokens en plus et un bon paquet de removal pour tuer les Jace en début de game. D'accord, ouais. Et le fin de game, le late game, c'est Wingmate Rock Mhm. et Butcher of the Horde. D'accord. Et donc pourquoi se passer du bleu en fait? Parce que finalement vous êtes pas peut-être pas si loin que ça de... Je sais pas vraiment en fait, parce que Hordling Outburst, ça paraissait pas trop mal. D'accord. Et donc, si tu peux pas vraiment jouer Hordling Outburst dans Jeskai. Oui, oui. Mais c'est pas vraiment le même concept que Jeskai, hein. Oui, non, c'est ça, c'est... Mais du Il y coup, a je sais plus de pas... removal, il y a moins de cartes advantage, mais c'est plus agressif. Oui, Les sorties aggro de Mardu sont quand même bien plus agressives que les sorties aggro de Jeskai. Oui, Et qui quand sont tu juste un sors dans le bon anti-slider. sens, c'est assez violent. Mais après, bon voilà, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est pas un deck extraordinaire et on a joué D'accord. ça. Moi j'ai joué ça par défaut parce que je pensais que c'était le meilleur des jeux qu'on avait. Dark Sky ça me paraissait ok, mais bon a priori c'est mieux que ok, hein, mais Oui, c'était voilà, c'était pas forcément le jeu qui m'inspirait qui m'inspirait le plus. Donc ouais, j'ai joué ça, mais c'est pas d'accord. Mais du coup, tu considères de changer de deck ouais, c'est ou... pas un jeu que je rejouerais, ouais. D'accord. En tout cas, il y avait, j'ai découvert. C'était pas moi qui testais le jeu en fait. Le Mhm, jeu, je l'ai pris 2 jours, enfin 2 jours avant le tournoi. C'était un Ultimate qui le jouait et il a testé et au final, moi, j'ai pas eu vraiment eu de choses à dire sur le jeu, quoi. J'ai fait confiance. Mais c'est vrai au fur et à mesure que le tournoi avançait, je me dis ah ouais, mais en fait, j'aurais joué plus de ça, j'aurais joué moins de ça, j'aurais changé un peu la mana base, j'aurais joué un petit peu moins de Gideon parce que les deux blancs tour 4 mhm. c'est quand même tu les as pas toujours. J'aurais joué plus de bouchers parce que les bouchers c'est quand même Butcher of the Horde. Oui, C'est quand même bien sympa contre Gideon, contre pas mal de choses. Voilà, quelques choses. J'aurais fait quelques changements, hein. d'accord. Ok, Comme ok. ça je l'explique dans mon report. Oui. Bah, d'ailleurs, j'en mets le lien dans la description. Du coup, bah, est-ce que tu as un petit mot du coup supplémentaire à dire sur le standard actuel? Est-ce que Dark Jeskai est le deck à battre? Est-ce que Abzan est le deck à battre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué quant à ce format? Là, il y a le GP Bruxelles la semaine prochaine, Mhm, pas ce week-end, le week-end d'après. oui. Je suis en train de voir si j'arrive pas à trouver quelque chose que je peux jouer, bah, voilà, pour essayer de faire quelque chose. Après, je pense pas que je jouerai ni Abza ni Dark Sky parce que bah, tout le monde joue ça, donc ça Mhm, m'intéresse pas. J'essaie de voir s'il n'y a pas un truc qui est à peu près un peu sympa à jouer parce que je vois que sur les grands prix, je m'amuse quand je joue un deck que j'aime jouer, quoi. Sinon, je m'amuse pas en jouant un deck du format à faire des meilleurs matchs toute la journée, mhm. ça me fait chier, quoi. Oui, J'ai pas envie. Bon, gagner c'est sympa, mais au final, tu gagnes quand tu t'amuses et quand t'aimes jouer ton jeu. oui. Et c'est pas forcément des mirrors de ces decks-là, c'est pas forcément un truc que j'aime jouer. Après, le format, depuis quand? Ben C'est moi, quoi le Pro Tour avant? C'était Vancouver? oui, c'est ça. Ouais, c'est pas un truc qui m'inspire. Je suis pas inspiré. D'accord. Donc je sais pas. Enfin, je sais pas si c'est juste moi qui aime pas les cartes ou.
ou juste je sais pas. Je peux pas vraiment te dire, c'est pas un format qui m'inspire. J'ai eu des standards où j'ai été très productif, autant celui-là pas du tout. D'accord. Il y a quoi comme standard par exemple? Enfin, juste pour l'anecdote. Des formats où j'ai été inspiré, bah tu vois, bah on peut reparler de la World Magic Cup, hein, les decks qu'on avait Ah oui, c'est vrai, c'était le Unified Standard, ça, non? en Unified Standard, ouais, mais le Ouais. deck que je jouais, il Oui. était, enfin c'était pas un deck que personne n'avait et qui était franchement, même en standard, enfin il y avait un GP genre la semaine d'après ou 2 semaines après. S'il y avait eu à le jouer, j'aurais joué le même deck, hein, que ce soit unifié ou pas unifié, hein. Le deck, D'accord. je pense qu'il était trop fort, hein. C'est D'accord. le deck mono vert que personne n'avait, quoi. Il était trop fort ce deck. Effectivement, personne Et ne là, l'avait. j'ai été inspiré. Après, bon, ça arrive pas tous les jours, hein. Trouver un deck qui te plaît et qui gagne, quand tu l'as, tu tiens fort, tu tiens fort à lui, hein. D'accord. Bon, bah, j'espère que tu en trouveras un pour Bruxelles alors. Ouais, ça va être tendu. Il reste que quelques jours, mais on va essayer ça. Il Ouais, reste ouais, quelques jours, on va faire ça. voilà. Du coup, un petit mot avant de se quitter sur l'équipe de France. Donc, comme tu le disais, tu as perdu à très peu de choses près le capitanat de l'équipe de France. Est-ce que tu as de grands espoirs pour cette équipe? Tu les vois gagner encore une fois un deuxième titre en 3 ans. Alors, je connais très bien Pierre et Arnaud, Mhm, qui sont de très bons joueurs. Je mhm. connais moins les deux autres. D'accord. Et, à ce que j'ai compris, ils débutent un peu en limité. En construit, ce que j'ai compris, ils sont au point, mais en limité, ça va être difficile. Ok. Donc là, je sais qu'ils se préparent, ils se préparent beaucoup. Ils ont créé un groupe sur Facebook que je suis et je donne un peu quelques conseils de temps en temps. Après, je suis pas impliqué à 100%. Ça, c'est pas assez. Bon, C'est- parce que je veux bien les aider, mais après, c'est difficile mhm. de mettre beaucoup, beaucoup d'efforts. J'essaye, mais bon, Oui. Oui, c'est mais bon. difficile. Après, Oui. après, ils ont encore quoi? Ils ont un mois. Il faut se préparer après. Bon, après, en un mois, on ne devient pas champion de limité quand on part de rien. Mhm. Mais bon, après, rien n'est impossible. Mais je pense que ils peuvent faire un bon score. Après, d'ici de là à gagner, bon, j'espère pour eux, hein. Mhm. Mais il va falloir qu'ils se bougent, qu'ils fassent beaucoup de draps, beaucoup de limités. Et je pense qu'ils vont se retrouver à Bruxelles pour Du team. du D'accord. team build. Mhm. Mais bon, après, ouais, je sais pas, ils sont pas. Ce sera peut-être pas la meilleure équipe, mais je pense qu'ils vont bien se débrouiller. Et Pierre et Arnaud sont très bons, donc. Oui. Et puis bon, on a vu par exemple que cette année avec la finale Danemark-Grèce, que bon, bah, finalement tout le monde a sa chance, hein. Oh non, mais les Danois, ils sont Ah bons non, aussi, hein. Les Danois étaient très bons. On va pas, je ne dis pas le contraire. Je dis juste qu'on ne les attendait pas. Ouais, bon. Bon, après, ouais, c'est qui? Il y avait Martin Müller. euh, Martin Dang, je crois. Non, Dingue, il était pas dans l'équipe, je crois. Dang, je me souviens plus. Je me souviens plus. Bon. Ok. Enfin bon. Bon, d'accord. Thomas Donc du Enevoldsen coup, aussi dans la team, je crois. Oui, il y avait Thomas. Oui, donc non, il y avait des très bons joueurs en non, rugby. non, il y avait des bons joueurs. Hmm, d'accord. Bon, donc du coup, bah, ça va conclure l'interview. Du coup, donc on te reverra à Bruxelles en tant que joueur cette fois? Bruxelles en tant que joueur. Après, je regarde le calendrier. L'an prochain, il y a quoi? Après, c'est le Pro Tour. Mais après, c'est le Pro Tour. Il y a D'accord. peut-être, il y a peut-être un GP avant le Pro Tour, mais bon, c'est sur le même chemin, quoi. D'accord. Ok, Bon, ok. D'accord. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir écouté. Merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir consacré ce temps. avec plaisir. Et puis, bah, du coup, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Donc, au revoir tout le monde. À bientôt.